Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews qui sera consacré aujourd'hui à nos lectures Batman parues chez Urban Comics au mois d'avril 2024. Un petit mois en soi puisqu'il n'y en aura que 4 lectures estampillées Batman à étudier ce soir. Et pour m'accompagner dans ce podcast, je suis accompagné de 3 autres membres de la Team Batman Legend avec Siegfried. Oui, tout le monde. Mais aussi Kevin. Salut. Et enfin, Benoît est là. Salut. Eh oui, c'est rare, c'est Batman Legend, mais c'est une équipe d'hommes essentiellement masculine ce soir. C'est rare, on peut le souligner. C'est dommage, j'aurais aimé avoir un avis féminin, mais bon, c'est pas grave. Pour ce Bat Reviews, qui va donc consacrer 4 lectures Urban Comics, et on va commencer tout de suite. Alors peut-être un préambule, je voulais juste faire un petit point. Kevin, du coup tu as eu beaucoup de soutien, sache-le, lors du dernier podcast que l'on a diffusé. Donc voilà. J'ai pas regardé, mais j'imagine, ouais. Il y a eu quelques soutiens dans les commentaires du dernier podcast, voilà, pour te soutenir. Donc force au Kevin. Et bien entendu, lorsqu'on rigole avec ça, ce n'est pas du tout de la stigmatisation, mais plutôt simplement de l'humour. Et Kevin est très chaleureusement accueilli au sein de l'équipe. Et donc voilà, je tenais juste à dire voilà, que le soutien était entendu et que tout le monde est avec toi, Kevin. Je tiens à préciser juste une chose, c'est que le commentaire force à Kevin, c'était mon petit frère qui l'a mis. Ah ouais, non, mais d'accord. Après, si ça reste dans la famille aussi, bon, bah voilà. Non, mais franchement, les gens sur Internet sont faux culs. Mais il n'y avait pas que lui, il y a eu d'autres messages aussi. Voilà, il y en a eu d'autres. Voilà. Je suis content, merci beaucoup du soutien. Merci, je les remercie tous. À sa sœur. Non. Ouais. Voilà, du coup, on peut entamer ce podcast en bonne et due forme pour évoquer donc un titre publié chez Urban Comics dans la collection Urban Blast. C'est Batman l'aventure continue, le tome 1. Et je donne la parole à Siegfried pour entamer ce podcast. Oui, tout à fait. Alors, Urban Blast, c'est le nouveau label créé par Urban. On en avait parlé déjà la dernière fois en étant assez déçu qu'il l'ait lancé avec Batman Wayne Family Adventures, qu'on avait trouvé extrêmement faible comme lancement d'un nouveau label. Donc, on était assez curieux de voir ce qu'ils allaient faire pour la suite, avec notamment ce Batman l'aventure continue, donc qui reprend un peu la lignée des Batman Gotham Adventures, donc ces adaptations de la série animée. Là, plus particulièrement, l'aventure continue, ça prend directement la suite de la dernière saison de Batman TAS, donc on revient un peu au grand classique, aux valeurs sûres. En plus, par deux des auteurs de TAS, donc on a quand même pas moins que Paul Dini et Alan Burnett, qui avaient en plus d'épisodes de Batman TAS, avaient aussi scénarisé le Fantôme Masqué, par exemple, qui sont à la manœuvre, et c'est dessiné par Ty Templeton notamment. Ty Templeton étant celui qui avait assuré des épisodes dessinés dans les années 90, déjà dès 92, d'histoires dérivées de la série animée. Donc on a vraiment trois valeurs sûres qui connaissent complètement Batman TAS et qui veulent reproduire l'identité de TAS et sans doute le succès de TAS. Le problème, c'est que non, en fait, ça ne marche pas, ça ne marche pas trop. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a un fil rouge derrière. Donc on a une succession de fascicules avec une espèce de méchant du Villain of the Month, enfin à chaque fois une espèce de petit méchant du fascicule, et c'est souvent un peu superficiel. Du coup, c'est très inégal évidemment selon le méchant, ça peut être plus ou moins intéressant. Il y a un épisode avec Azrael par exemple qui est vraiment particulièrement chouette parce qu'Azrael c'est un personnage sur lequel à mon avis il reste beaucoup à écrire encore et qui est un peu sous-exploité. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus communs. Enfin, c'est inégal et plutôt inégal dans le mauvais sens du terme. Mais il y a une volonté de tracer un fil rouge à tous les épisodes, fil rouge qui va mener à la découverte que Jason Todd est revenu à Gotham et dans cette continuité, non seulement Batman pense encore que Todd est mort donc des mains du Joker dans Death in Family, mais en plus le reste de la Bat Family n'est pas trop au courant qu'il y a eu un autre Robin. Donc ça fait beaucoup de secrets qui peuvent être dévoilés d'un coup, donc ça donne une tonalité un peu adulte avec ce fil rouge qui se tresse d'épisode en épisode et dont on attend le feu d'artifice final, donc qui arrive dans ce volume. Vous avez vraiment une espèce d'aventure complète et qui n'est pas inintéressant. Mais ça reste quand même assez faible et la DA est vraiment affreuse. C'est ce qui est surprenant parce que quand même Batman TAS était réputé pour sa qualité graphique, et on se souvient que même les Gotham Adventures, qui étaient donc aussi des comics dérivés de TAS, étaient quand même souvent particulièrement propres, particulièrement beaux, particulièrement dynamiques. Là, on a souvent une absence complète de décor, des dessins assez rigides, et ça manque même souvent de lisibilité dans les
dans les combats, donc c'est assez fâcheux. Les tout derniers fascicules rattrapent un petit peu les choses avec un peu plus de dynamisme, un peu plus d'arrière-plan, mais on a quand même ce manque d'effort et de sophistication visuelle qui est assez Ouais. décevante. Et encore une fois, c'est pas une exigence de lecteurs de comics adultes qui viendraient s'appliquer à une bande dessinée pour enfants. J'avais beaucoup aimé les Gotham Adventures, Tu es trop exigeant, Siegfried. Tu es trop bah justement, non. Dans tous les épisodes, on n'arrête pas arrêté de dire beaucoup de bien des Gotham Adventures qui s'adressaient exactement au même public, dans la même ligne éditoriale, et qui graphiquement n'avaient pas du tout posé ce genre de problème. Donc là, on a l'impression d'un certain relâchement qui s'illustre à la fois dans le dessin et un peu dans le scénario, et qui fait que même s'il y a des choses qui sont lisibles et qui sont pas inintéressantes dans ce volume, qui n'est pas un si mauvais lancement de gamme que ça reste quand même un peu en deçà de ce qu'on aurait légitimement pu attendre. Ouais, alors justement, sur l'aspect graphique de ce récit, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il me semble qu'à la base, c'était pas forcément sorti en format papier, mais c'était un webtoon que DC Comics, je parle en VO, hein, à la base du projet, c'était un format vraiment numérique. Et essentiellement numérique. Et il me semble que, entre guillemets, ça a bien fonctionné, qu'après ils en ont fait du papier et que Urban l'a repris comme ça. D'ailleurs, je suis même pas sûr si aux US c'est sorti au format papier ou si c'est que pour la France, par exemple, ou d'autres pays. Mais il me semble qu'à la base, c'était format numérique. Et peut-être que ça explique le format numérique webtoon, peut-être la différenciation de traitement par les auteurs, notamment graphique, je sais pas. C'est possible. Alors, c'était pas un webtoon à proprement parler, ça avait d'abord été publié en ligne effectivement, mais c'était plutôt une publication digitale. Digital, ouais, OK. Contrairement à Wayne Family Adventures par exemple, qui était vraiment un webtoon et fait pour être lu en Ouais. webtoon, c'est-à-dire, vraiment en scrollant sur un écran de Ouais. téléphone. Là, on est quand même sur un format de bande dessinée, même si ça a été publié en ligne, à la base. En Bon, numérique, ouais. puis bon, déjà ça n'excuse pas grand-chose parce que bon, si c'est fait pour le webtoon et qu'on le publie en papier, c'est qu'on assume quand même que c'est fait pour être lisible en papier et ça reste moche. Mais donc voilà, ça a été publié en ligne comme beaucoup de comics plus importants sont publiés en ligne, donc ils n'ont même pas cette excuse-là, c'était pas pensé pour être un webtoon, à la base non plus et ça reste moche webtoon ou pas, mais c'était pas le cas, donc ils n'ont pas cette excuse. Désolé. Ça reste un peu moins bien. OK. Est-ce que quelqu'un veut, réagir justement par rapport à ce je sais que c'est effectivement conçu comme une suite directe de Batman TAS, même si ça fonctionne, comme tu le disais Siegfried, sur le fond. Moi j'ai lu une bonne partie, je l'ai pas fini, mais effectivement, ça fonctionne, sur le fond, même si, il y a quelques je sais pas comment dire, il y a quelques raccourcis, par rapport à la série, qui sont faits. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où tu as l'impression que dans la série, par rapport à la série, ils ont un petit peu nettoyé quelques trucs. Heu, c'est un petit peu, je sais pas, c'est conçu comme une suite directe de Batman TAS, mais j'ai eu du mal à me projeter comme, à ce que ce soit une suite directe de Batman TAS, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais peut-être aussi parce que graphiquement, c'est un peu moins élaboré, peut-être parce que ce format très court, c'est des chapitrages, très courts un petit peu, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que, voilà, c'est sympa, mais sans plus, effectivement. Ça manque un petit peu. Il manque cette petite étincelle que j'aurais aimé, que j'aurais espéré, retrouver dans ce type de récit, mais bon, Hmm. voilà. Moi, j'en suis à la moitié, justement, à la révélation de Redwood, etc. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est simplement voir comment Paul Dini aurait change les choses comme ce qui est dans la continuité et quelle est sa vision justement en continuant la série. Donc, Ouais, ouais, c'est sympa, ça se laisse lire. Voilà. C'est pas. ouais, C'est vrai qu'au niveau de la partie graphique, je suis d'accord avec vous, c'est pas tu pas génial. foufou. Ouais. OK. Bon, du coup, effectivement, c'est 216 pages et c'est quand même 19 €. Donc c'est vrai que là où on retrouvait, par exemple, sur des Urban Kids, donc le format où on retrouvait ce type de récits, notamment les Batman Adventures, Batman et Robin Adventures, les Gotham Adventures, comme le citait Siegfried, on était sur des formats à 10 € pour, à peu près le même nombre de pages. Là, on est du coup sur un format, un peu plus cher, 19 € pour 216 pages. Voilà. Et c'est du format un petit peu souple, voilà, à préciser. On n'est pas sur de la hardcover traditionnelle chez Urban Comics. Pour ce label Urban Blast, d'ailleurs, je crois que c'est que des formats comme ça, hein, si je Il me me trompe semble, ouais. pas. Mais c'est Ouais. que souple, ouais. Ouais, OK. Donc voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce Batman, l'aventure continue, tome 1, ou on passe à la suite? On est tout Passons. bon?
Ok, Ouais. pas d'alerte Siegfried, vous l'aurez compris. On enchaîne Dommage. avec une deuxième récit. Et cette fois-ci, peut-être que Siegfried pourra nous en dire grand-chose, mais je vais entamer cette discussion pour Benoît. Benoît, peux-tu nous parler de Poison Ivy Infinite, tome 3, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, c'est scénarisé par Willow Wilson et entre autres, il y a Marcio Takara. C'est pas le seul, hein, il y a pas mal de dessinateurs. Donc, c'est la suite directe des deux premiers tomes où on Ouais. retrouve Poison Ivy et Harley qui vivent ensemble à Gotham. Et pour un prétexte un petit peu bidon, on va dire, Ivy va se promener dans Gotham. Je crois que c'est pour aller chercher, pour aller faire des courses, pour aller acheter du lait. Ah, ça Et elle arrive va à se tout le monde. retrouver Hein. piégée. Ouais, c'est ça, voilà. Et elle va se retrouver piégée dans un immeuble où c'est un espèce de labyrinthe. Enfin, c'est surtout au niveau de la perception où elle est empoisonnée. Alors, c'est Poison Ivy qui est empoisonnée, je trouve ça très drôle. Par un. Genre, je suis désolé, je vais un peu spoiler, mais c'est pas, c'est pas Attends très grave. ça. Ouais, Oh, on peut, attention, hein, attention, sur attention. celui-là. Ouais, ouais, Alert ouais, spoiler. ouais. Bon, si vous voulez pas le On- spoil, passez 30 secondes. Voilà. Voilà. Tu as 30 secondes, Alors, Sur Benoît, et pas celui-là, on une de peut, plus. hein, on peut, je pense. ouais, c'est par un homme fleur, hein, on va le dire comme ça, parce qu'il a mangé trop de champignons. Et Ça arrive qui aussi. veut, voilà, et qui transforme les gens, et qui veut transformer l'ensemble du bâtiment. Je ne sais plus le délire du méchant. Ça m'est tellement passé loin. Je trouve ça de plus en plus mauvais, les Poison Ivy, vraiment. Le coup du méchant qui est un champignon, moi je veux bien, mais je trouve ça vraiment très mal amené. Elle change d'avis comme de chemise. Un coup, il faut être une éco-terroriste. À un moment donné, non, quand même, il faut sauver des chatons. Après, il faut sauver des humains, mais pas trop. C'est une girouette. C'est une girouette. Puis les dessins, ça change aussi en fonction des instants. Il y a Killer Croc qui vient là parce que voilà, elle doit aller. Ah oui, non, c'est pas ça. Elle doit rentrer dans l'immeuble parce qu'elle veut absolument une cabane qui est dans les marais du cauchemar, qui appartient à Killer Croc. Et donc, du coup, Killer Croc lui dit va. Faut que tu ailles péter la gueule aux ceux qui reconstruisent la ville parce que sinon. Parce que moi, je peux plus aller dans les égouts. Donc voilà, on est sur quand même un bon prétexte bien mauvais. Et même si elle reconnaît, elle, que c'est vachement bien de faire des immeubles pour loger des gens, et ben elle va quand même y aller pour. Bon, donc voilà, pour moi, c'est mauvais du début à la fin. Je pense que Ok. vous l'aurez compris. Effectivement, on n'est pas sur une alerte Benoît. Non. Mais sommes-nous sur une alerte Siegfried? Non, une alerte Siegfried, ce serait beaucoup dire. Je serais Ah, un peu moins sévère quand même que Benoît, parce que mon gros problème des 2 premiers volumes, c'est que déjà l'histoire n'était pas terrible, parce que l'histoire se cachait derrière un prétexte, politique, hein, et moi ça m'allait, mais le discours politique était vraiment complètement foireux. Enfin, je vous renvoie aux épisodes, on va pas y revenir en détail, mais je vous rappelle qu'au tout début du premier volume, Poison Ivy était une espèce de déesse de la nature qui voulait anéantir l'humanité très rapidement parce qu'elle voyait la planète courir à sa perte. Donc, gros discours écologique quand même, avec une espèce d'urgence pour lutter contre l'écocide, et que bon, elle finissait par encourager des ouvriers à faire des grèves pour qu'un jour peut-être le capitalisme devienne un peu plus gentil, quoi. Donc il y avait comme un gros, un gros problème de scénariste qui ne parvenait pas du tout à faire quoi que ce soit de ses prétentions politiques. Donc je me disais, bon, politiquement, on a perdu Wilson et on a perdu cette série Poison Ivy, donc est-ce qu'on pourrait au moins essayer de raconter une histoire? Alors au début, ça commence quand même plutôt mal, parce qu'effectivement, il y a cette histoire de Poison Ivy va détruire un bâtiment parce que Croc le lui demande, parce qu'il veut récupérer un cabanon. Enfin, ouais, c'est quand même un peu bizarre. Et donc, de la part d'une personne qui voulait. Au début, elle est contre d'ailleurs, parce qu'elle se dit, ah, mais c'est très bien, il y a un milliardaire, donc apparemment, c'est Luthor qui veut construire des bâtiments dans le centre de ville de Gotham qui a été ravagé. Elle dit, oh, bah, c'est très bien, ça. Au moins, il y a plus de gens qui vont habiter dans des bâtiments, donc il y aura une plus grande densité de population, donc ça laissera plus de place à la nature. Alors, donc, tu passes de tu veux détruire l'humanité pour sauver la planète à c'est bien que des milliardaires construisent d'immenses immeubles de luxe en plein centre-ville parce que la population va être un peu plus dense et donc il y aura un peu plus de place pour les arbres. C'est que, il est où le raisonnement politique? C'est le genre de phrase qu'on aurait attendu dans un comique un peu réac ou complètement déconnecté, mais pas de la part d'un comique qui avait des prétentions écologiques à une époque. C'est complètement débile comme discours, déjà, fondamentalement. Et il faut que Croc lui dise non mais tu sais, il va construire des lofts, donc ça va évidemment il va construire des espèces de grandes tours qui vont être complètement vides parce que ça va servir de résidence tertiaire pour des milliardaires, ça va pas densifier la population. Ah ben d'accord, dans ce cas-là, je veux bien les détruire. Oui, bon, est-ce que vraiment
Parfois, il vaut mieux sauter des pages, en fait, que d'essayer de raconter en détail par quel cheminement les personnages passent. Déjà que c'est un gros prétexte, je pense qu'on aurait pu s'abstenir de comprendre pourquoi Ivy accepte de détruire ses bâtiments finalement. Enfin, c'est vraiment, ça n'est pas. Et ça rappelle plein de pages des 2 volumes précédents où il fallait aussi que Ivy ait toute une page pour expliquer pourquoi elle n'est pas végane, par exemple. Parce que vous comprenez, les vaches, ça mange beaucoup de soja, donc finalement, ça revient au même que de manger de la viande, de manger des plantes. Enfin, est-ce que vraiment, dans ce genre de comics, on a besoin de discours sur est-ce qu'il faut être vegan ou pas? Bah là, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il faut vraiment avoir des discours sur à quel point est-ce que la gentrification où c'est des milliardaires construisent la ville, c'est bien ou pas? Surtout si c'est pour aboutir à des conclusions qui sont à ce point apolitiques derrière la prétention politique. Il y a un moment, il faut s'abstenir et juste assumer que oui, Ivy de détruire ses bâtiments, bah, envoyez-la détruire les bâtiments pour n'importe quoi, mais sans y passer des pages qui, en fait, ne font qu'accentuer l'absence totale de réflexion scénaristique, politique et psychologique de la scénariste derrière. Bon, et effectivement, pareil, j'étais un peu choqué parce que de découvrir que le super vilain est un super vilain plante. La première fois, on voit un cadavre qui a une espèce de fleur sur la tête. Donc on se dit, bon, bah, le super vilain qui est responsable de cette victime, c'est probablement un super vilain qui est lié à Poison Ivy, qui la suit, c'est peut-être même le retour de Woodrue. Enfin, il y a forcément quelque chose qui est lié à Poison Ivy. Ça serait quand même bizarre que Ivy arrive complètement par hasard dans un bâtiment sur une quête qui n'a absolument rien à voir avec elle et que le super vilain soit lié aux plantes. Vous admettrez que c'est une coïncidence qui est juste totalement improbable. Mais en fait, Des non. fois, Bah voilà, il y en a, hein. oui, bah voilà, mais en fait, non, c'est un Bon, pur hasard. dis Donc, donc. on est au centre-ville de Gotham. Ivy se balade dans un bâtiment et le super vilain est lié à la végétation. Et c'est une pure coïncidence. Logique. Waouh, enfin, Ouais, c'est vrai. déjà vous admettrez que c'est extrêmement grossier, mais en plus, je vous rappelle quand même que dans le premier volume, les méchants étaient déjà liés aux plantes, et dans le deuxième volume, les méchants étaient déjà liés aux plantes. Bon, je veux bien que ce soit pas une avis, mais il y a un moment où style le super vilain se ressemble exactement dans chaque histoire. Ça témoigne quand même d'un manque d'imagination qui est assez clair. En plus, super méchant ressemble quand même à Wadru. Enfin voilà, c'est une espèce d'humanoïde en costume qui a une tête de fleur. Et en plus, tout ça pour nous teaser le retour de Jason Woodrue à la fin. Jason Woodrue qui était déjà l'antagoniste central des 2 premiers volumes. Il y a un moment où soit on nous raconte le même super vilain, soit on nous raconte un autre super vilain, mais en fait qui est exactement le même parce qu'on ne sait pas quoi raconter d'autre. Waouh. Bon, heureusement, il y a quand même la dernière intrigue du volume qui est tout à coup beaucoup plus lisible parce qu'on apprend que Ivy, en fait, au cours des 2 premiers volumes, a disséminé des spores. Et ces spores ont fini par zombifier les gens qu'elle avait rencontrés. Et donc ces zombies partagent d'abord ses rêves végétaux et elle les retrouve dans des rêves, donc ça aurait pu être intéressant. En fait, c'est complètement délaissé et ça devient juste des espèces de zombies qui vont tous vers Gotham pour l'attaquer. Bon, pourquoi pas. Au moins, on a une super vilaine qui est mise face à ses responsabilités parce que voilà, elle pensait tuer ces êtres humains et en fait, elle les transforme en zombies qui commencent à menacer l'humanité et c'est qu'elle ne veut plus. Et donc, elle va s'allier avec Rock et avec Grundy qui apparaît là, mais vraiment sans aucune raison. C'est vraiment le scénariste qui s'est dit bon, j'aimerais qu'il y ait Grundy. Bon, bah, il apparaît comme par hasard dans la forêt et puis il va lutter avec eux. On sait pas trop pourquoi. Mais du coup, on a quand même Parce que quelques super c'était vilains. jeudi. Non. Oui, voilà, mais on a quand même quelques super vilains qui vont essayer de s'opposer à une menace dont Ivy est responsable pour des raisons qui sont plus ou moins crédibles. Batman apparaît, pareil, pour des raisons qui sont plus ou moins crédibles. Donc, tout à coup, on a au moins des personnages qui ont une certaine motivation dans une intrigue qui est un peu crédible, mais c'est quand même triste de se dire, bon, bah, finalement, on se réjouit parce qu'il y a un minimum de crédibilité et il y a une intrigue qui est lisible dans ce volume. On ne devrait pas être satisfait parce que quelque chose est lisible, on doit être satisfait parce que quelque chose est bien. Mais en l'occurrence, on est descendu tellement bas avec tellement d'aberrations, à la fois dramatiques, psychologiques, graphique et politique qu'on se réjouit que ça soit juste correct, quoi. Et ça, c'est quand même un peu triste, mais au moins, voilà, il y a cette espèce de récupération très légère de la série sur la fin, même si encore une fois, c'est pour utiliser le retour de Woodrue et donc un retour encore une fois quelque chose qu'on a déjà vu 1000 fois. Donc encore une fois, c'est une série sur laquelle vraiment je recommande de faire l'impasse, y compris si vous aimez Poison Ivy. Ah oui, puis il y a une on intègre une idée de troupe là-dedans, donc pourquoi pas, hein, mais vraiment qui est gérée de façon extrêmement médiocre. On sent vraiment la scénariste qui se dit bah, mince, il y a les comics Harley Quinn qui paraissent en parallèle et qui eux sont vraiment bien et qui sont vraiment queer et qui sont vraiment politiques. Comment est-ce que je peux essayer de faire la même chose dans Poison Ivy? Donc je vais gérer une intrigue de troupe alors que l'humanité est menacée par une invasion de zombies, donc c'est peut-être pas la priorité, et pas avec ces gros sabots là en plus. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui m'étonnent vraiment de la part de Wilson. On a l'impression qu'elle veut faire des choses mais qu'elle est complètement bloquée à la fois parce que peut-être par ses propres limites politiques et par le fait que bah, elle est dans une maison d'édition qui la laisse pas faire ce qu'elle veut et ça la fait aboutir à des choses qui sont
beaucoup plus plates que ceux sur quoi elle était lancée, donc c'est dommage, ça aboutit vraiment à une série qui est vraiment évitable. OK, donc mais décidément. Kevin, qu'as-tu pensé de ce dernier tome de The Last of Us de Poison Ivy, pardon? Non, bah moi franchement j'ai détesté. J'ai franchement tout. La seule chose de bien, moi je trouve dans ce récit, c'est la cover qui est magnifique. Franchement, au niveau des dessins, Ouais. ça elle est magnifique. Mais moi non, j'ai tout détesté. Déjà, moi j'avais du mal avec le tome 2 où c'était vachement lourd à lire déjà. J'ai mis du temps à le finir parce que j'en pouvais plus. Là, le tome 3, je me suis forcé. Déjà, on a le premier chapitre où déjà, rien qu'au premier chapitre, on a différents dessinateurs déjà. On tourne la page, c'est un autre dessinateur, c'est un autre. Enfin, voilà, déjà, rien que ça. Et puis même l'histoire, c'est pas. Elle arrive, elle retrouve Harley, puis après, elle décide de se cacher dans cette cabane qu'elle a trouvée. Et après, il y a une grosse parenthèse, comme vous l'avez dit, avec la destruction de l'immeuble et tout ça. Et on a aussi les fameux Night Terror. On a deux Ah, le chapitres fameux! Night Terror. Ah oui. Ah bah dont alors! j'ai fait, Bah dont alors j'ai fait Siegfried en parle l'impasse. pas de Knight Terror! Bah, c'est inutile. Là, je le dis juste parce que mes collègues ne l'ont pas dit. Non, pas dit. Mais franchement, même moi, je l'ai même pas lu parce que ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Mais ils ont eu la bonne idée cette fois-ci de nous le mettre à la fin du chapitre 1, je crois, euh, au lieu du début. Donc bon, pourquoi pas. Donc rien que là, les deux chapitres de Night Terror, plus la parenthèse avec Killer Croc dans le bâtiment, bah du coup, il reste plus beaucoup de place pour l'histoire principale. L'histoire principale reprend seulement vers la fin. Et puis voilà, c'est vraiment pas du tout intéressant. Et puis encore une fois, on a plein de changements de dessinateurs. Là, on en a vraiment beaucoup. Euh, non, et puis avec Grundy qui arrive sans aucune raison, comme le disait Fried, franchement, il arrive comme ça. On sent que c'était juste pour le final, pour ajouter un peu des gros bras avec Killer Croc. Mais non, sinon, pour moi, faut passer ça. Le seul truc bien, c'est la cover. C'est tout. Voilà, donc bah, écoutez, 21 € pour la cover si vous voulez. C'est cher. Ça fait cher Non, la cover. ça fait cher la cover. Bon après pour ceux qui suivent la série, bah, n'hésitez pas à nous dire vous aussi vos avis, hein, dans les commentaires. Mais bon, c'est vrai que, bah, dans l'équipe, on n'est pas forcément hyper fan de cette série, qui pourtant a porté quelques espoirs. Je me rappelle au début, Siegfried était plutôt hypé par ce titre et par ce qu'allaient nous présenter les auteurs et puis, ben, de fil en aiguille, on est de plus en plus déçus. Je vous propose, les amis, d'enchaîner avec une troisième lecture. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne l'ai pas lu, mais j'ai peur. C'était pour vous parler de Batman Wayne Family Adventure, tome 2. Alors, le tome 1 n'avait pas reçu un très bon accueil de votre part. Siegfried, peux-tu nous parler de ce tome 2? Non, effectivement, on était très dubitatifs, Alexandra et moi. Ben ça, enfin, comme je viens de le dire, c'était le premier volume du nouveau label Urban Blast, et on avait trouvé vraiment que pour un lancement de label, commencer déjà par un webcomic qui en plus est vraiment très moche. Enfin, c'est vraiment une insulte à son lectorat, avec des histoires très courtes qui se veulent humoristiques, mais avec un humour qui passe complètement à côté à chaque fois, qui est vraiment bas du plafond, même pour un public 8+, qui est le lectorat le plus jeune auquel est supposé s'adresser Urban Blast. C'était assez insultant, tout était superficiel. Mais bon, Alexandra avait eu de bons retours du tome 2 et donc promettait quelque chose d'un peu plus consistant. De fait, le tome 2 est un peu meilleur. C'est toujours moche, hein, mais c'est un peu moins moche quand même. Ok. Les histoires sont toujours aussi courtes, même s'il y a un peu plus d'histoires en 2 parties. Donc ça fait des histoires de 10 pages au lieu Ça de 5 rallonge pages. un peu. Youpi, la révolution. Mais leur avantage, c'est qu'elles tournent le plus souvent autour d'une situation humaine plutôt qu'autour d'un gag pourri. Parce que dans le premier volume, c'était vraiment, on a 5 pages autour d'un gag. Et ben, parfois, le gag ne justifiait même pas une demi-vignette, mais on en faisait toute une histoire de 5 pages et vraiment, c'était aberrant. Là, au moins, à chaque fois, il y a une volonté de petits discours sur la famille et de faire tourner à chaque fois chaque petite histoire autour d'une situation dramatique qui implique un peu d'humain, un peu de valeur, qui implique un peu plus les personnages dans ce qu'ils représentent. Et pas juste un gag superficiel qui peut arriver à tout le monde et qui n'a absolument rien de drôle. Je me suis même pris à sourire quelques fois, donc franchement, alors que le premier, je me prenais juste la tête dans les mains, littéralement à chaque page, tellement c'était moche et médiocre, hein. Donc c'est dire à quel point, même si c'est pas du tout une sortie inoubliable, et même si je continue de pas trop comprendre à qui ça s'adresse, parce qu'il y a
beaucoup, beaucoup de personnages, vraiment toute la Batman Family au sens le plus étendu du terme. C'est-à-dire, on a même Signal, on a même les différentes Batgirls, on a Stephanie Brown, on a Cassandra Cain, on a beaucoup trop de personnages pour un public qui normalement ne maîtrise pas à ce point le lore, parce que même dans les Batman en continuité, on ne fait pas intervenir autant de personnages. Donc il y a ce côté un peu confus, en plus dans une histoire de 5 pages. Comment est-ce que vous voulez vous souvenir de qui est tout le monde? Parce qu'à chaque fois, tout à coup, on ne parle que de Nightwing dans un épisode et dans l'autre, il y a 10 personnages. Bon, je comprends toujours pas très bien le public, mais au moins on a ce côté divertissant et ces valeurs humaines qui sont portées par des histoires un peu plus amusantes parce qu'elles sont aussi un peu plus humaines et qu'elles se soucient un peu plus de raconter quelque chose. Donc ça se lit un peu mieux, mais ça reste mais ça reste oubliable. Ok. Je crois que Kevin et Benoît, vous l'avez pas forcément lu. Hein. Non, pas du Ok. tout. Donc il n'y aura pas de contre-avis sur ce récit-là, mais bon, vous l'avez compris, c'est un petit peu mieux que le premier tome, mais ça reste pas de la folie non plus. Pour ce label Urban Blast qui a un peu de mal à décoller, j'ai l'impression. Après, en tout cas, on n'a pas de récit extraordinaire sous ce label pour le moment, rien qui nous a trop hypé. Bon, eh bien les amis, il est déjà temps d'entamer notre dernière lecture de ce podcast. Comme quoi, des fois, on est vachement long pour peu de récits, et puis là, on enchaîne, et puis on est déjà au dernier. Le dernier va être consacré au Dine of Titans, tome 2. Tiens, je laisse la parole à Kevin. Oui, alors là on retrouve donc les Titans, le tome 2. Alors c'est pas pour moi le tome 2, c'est plus un event en fait parce qu'on suit le récit de Beast World. Aux États-Unis, c'est plus un event que la suite des Titans, donc on a une sorte de crossover avec entre le récit principal Beast World et les Titans. Et donc dès le début de l'histoire, on a une sorte de grosse étoile de mer en fait extraterrestre. Je me rappelle plus du tout son nom. Mais c'est pas grave, vous allez comprendre La pourquoi. micro-étoile. Ah, Vaut mieux, pardon. vaut mieux Micro-étoile, oublier que de se voilà, souvenir de c'est son ça. nom, Ok. effectivement. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Quoique là, ils ont fait un petit effort quand même, parce qu'ils nous ont expliqué voilà d'où elle venait, pourquoi. Enfin voilà, bon, c'était pas très intéressant parce qu'à la fin, enfin à la fin, je vous parle là Attends, vraiment ne du spoil premier pas la chapitre. fin. Hein. Je pense À la fin, il c'est juste le meurt. premier. La fin, C'est ils sont juste tous morts. c'est juste le début du premier chapitre, donc c'est pas vraiment l'histoire, cette étoile de mer géante. Donc les Titans vont prendre les choses en main, et c'est surtout ce changelin en fait, Garfield qui va prendre les choses en main, qui va se transformer en Starro, en une immense étoile de mer lui aussi. Euh, et en fait, bah, il va réussir du coup à la battre. C'est très rapide, hein. Donc voilà, il y a une sorte de combat dans l'espace assez rapide là-dessus. Et là, on a le grand méchant qu'on a vu apparaître dans Planète Lazarus, donc qui s'appelle Dr. Hate. Donc lui, voilà, il arrive et il rend Garfield en fait, comment dire, il vide son esprit en fait. Changelin n'est plus là, il devient juste un monstre, juste une grosse étoile de mer qui veut absolument tout détruire, comme une bête quoi. Et ce qui est d'ailleurs un peu idiot avec Dr. Hate, c'est que ce méchant-là, bon, on l'attendait pas forcément parce que dans Planète Lazarus déjà, il arrive à la fin, mais voilà, il était pas très intéressant. C'est que moi, ce qui me dérange un peu avec ces nouveaux personnages-là, c'est que il les font rentrer et tout de suite, ce Dr. Hate dit oui, voilà, je m'appelle Dr. Hate, mais bon, oui, j'ai pas trouvé un autre nom plus intéressant. Enfin voilà. Et en fait, même lui, il dénigre son nom, Dr. Hate. Il dit voilà, c'est de la merde, mais bon, voilà, j'ai trouvé que ça pour l'instant. Donc déjà rien que ça, déjà ça crée un, on n'a pas envie de savoir qu'est-ce que tu vas faire déjà. Donc bon, ça c'est un peu dommage. Mais en gros, voilà, du coup, Garfield va changer de nom, il va devenir Garro. Donc là aussi, ils ont trouvé un autre nom à trouver pour Garfield. Donc Garro, ça fait un mélange de Starro. Et donc c'est lui qui va être le méchant principal de toute l'histoire, où il va jeter un peu ses spores un peu partout sur la planète pour transformer la population en animaux. Voilà, ils vont tous se transformer en loups, en chèvres, en taureaux. Voilà, il y a un peu tout ça. Euh, alors, il y a une partie justement avec ces animaux-là. Il y a une autre partie aussi où on a l'intrigue principale de DC Infinite avec Amanda Waller et tout ça. Donc, on avance aussi dans ce récit-là. Donc, en même temps, on a Amanda Waller, Dr. Hate, plus les animaux.
Et on suit en plus les Titans qui essayent d'arranger un peu tout ça. Donc ça fait vraiment un gros livre, ça fait vraiment un gros truc assez chargé. Alors, quand tu dis gros livre, Après, tu penses à un gros bordel ou vraiment un gros livre? gros bordel. Ouais, gros. Après, non, pas vraiment, parce que moi, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Tom Ouais. Taylor, franchement, il écrit vachement bien les personnages des Titans. Il arrive à les rendre beaucoup, vachement intéressants. On voit qu'il gère vraiment la situation. Ils essaient de faire au mieux. Surtout Nightwing. Moi, j'adore Nightwing là dans ce récit. Il est vraiment là. Même tous les autres personnages, Cyborg et autres. Il y a juste Wally, Wally qui sert encore à rien, je trouve. Moi aussi, j'ai un peu de mal avec lui, avec Wally. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment du mal. Et là, dans ce récit-là, on le suit pas vraiment. Il arrive de temps en temps. Voilà, il installe quelques phrases. Euh, mais sinon, voilà, c'est un peu lourd au niveau de leur transformation en fait des gens. Je veux dire ça, on a déjà vu. C'est comme là, par exemple, Batman. Il va se transformer en une sorte de loup-garou. Euh, on a déjà vu assez de transformations comme ça. Je veux dire, dans Night Terror, Batman, il s'est fait posséder. Dans Planète Lazarus aussi. Il y en a eu d'autres encore. Là, on a une autre histoire avec des animaux, avec Batman et Robin. Ça va être la même chose, je pense, pour la suite. Là, déjà dans le tome 1, on voyait déjà ce que ça allait devenir. Là, on a encore une transformation. Voilà, au bout d'un moment, c'est un peu lourd, quoi. La seule chose bien que moi j'ai trouvé bien, c'était vraiment l'écriture des personnages, comme quoi la façon dont ils géraient la situation. Euh, et puis, on peut totalement s'ennuyer aussi avec quand Amanda Waller est là. Moi, je sais pas pourquoi, mais moi aussi, j'ai du mal avec Amanda Waller. Je trouve que l'histoire principale autour d'elle, c'est pas vraiment intéressant, quoi. Il y a pas de, je sais pas, il y a pas de hype qui vient. On s'en passerait, quoi. Franchement, on avance beaucoup pour cette histoire-là, mais bon, c'est vraiment pas terrible. On a aussi des interludes. On a beaucoup d'interludes dans ce récit. Ça rajoute du coup pas mal de pages qui sont totalement inutiles aussi. J'ai essayé de lire la première, j'ai eu du mal. Les autres, franchement, j'ai fait l'impasse parce que dans les autres interludes, on a dans la page de garde, on a premier récit, tel scénariste, Chip Zdarsky, je crois. Deuxième récit, tel scénariste. Troisième récit. Et c'est ça, en fait, juste dans un petit chapitre, on a plusieurs toutes petites histoires qu'ils ont rassemblées en une. Et déjà, rien que ça, voilà, pour moi, ça donne pas très envie. Et puis, de toute façon, ils n'ont absolument aucun impact sur l'histoire principale, donc This World. Euh, donc voilà, on pouvait faire l'impasse là-dessus, quoi, complètement, quoi. C'est vraiment le seul bon côté, voilà, c'est qu'ils gèrent bien les personnages, voilà, c'est vraiment top. Le reste, c'était bien, mais sans plus, quoi. Franchement, c'est du déjà vu, quoi. On s'ennuie un peu Ouais. à la fin. C'est bon. Ouais. Ok. Et Benoît, toi aussi, tu relèverais l'écriture de Tom Taylor en qualité de ce récit? Oui, oui, moi j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment de lecture avec cet album parce que ça fait référence, je trouve, aux anciens récits qu'on trouvait voilà, dans les années 80, etc. C'est avec beaucoup de personnages, une intrigue qui peut être simple avec un méchant vraiment un peu grandiloquent ou un truc un peu tellement cosmique que tu ne comprends pas pourquoi les titans vont se battre contre cet ennemi-là. Mais je trouve ça très drôle et ça me fait beaucoup penser à ces vieux récits. Après, je suis d'accord, il y a des tie-in qui servent pas à grand-chose de savoir que Robin se transforme en chat. Bon, voilà, c'est plus rigolo qu'autre Oui, c'est vrai. chose. Voilà. La seule truc qui est rigolo avec ça, c'est voilà, on a Robin avec une boule à neige de Gotham et on voit il l'amène jusqu'au bord de la table pour la faire tomber. Voilà, c'est la blague s'arrêtait là pour moi. Je trouve ça assez drôle. Après, voilà, il y a plein de trucs sympas. Il y a des petits flashbacks sur le passé de Starfire. Voilà, il y a des trucs un peu pas mal. On voit vraiment l'écriture, ce que disait voilà, de Tom Taylor avec la souffrance de Raven par rapport au sort de Garfield. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est concernant la fin. On revient à une espèce de statu quo du départ. Voilà, oui, il a souffert, il a machin, mais bon, voilà, on revient au statut de base avec simplement un changement assez majeur pour un des personnages qui évidemment va se répercuter sur les autres séries, etc. Puisqu'il va y avoir un event hein, consacré justement à Amanda Waller et à son gros plan pour conquérir le monde.
C'est dommage parce que moi, c'est un personnage que j'aimais beaucoup et qui avait justement un truc à côté en disant on sait jamais si les super-héros deviennent méchants, j'ai mon équipe. Et je trouvais que c'était très bien justement d'avoir quelque chose de très terre à terre et de très humain finalement par rapport aux héros de DC qui sont des dieux. Et là, on part. Pour moi, c'est assez mal écrit de ce personnage finalement, ce renouveau de ce personnage où on en fait devenir un super méchant presque très, très machiavélique. Donc je sais pas où ça va amener, on verra bien. Mais moi j'ai passé un bon moment à lire ça. Ok, ok. Siegfried, du coup, je ne sais pas où tu te situes là-dedans. Je dirais que ça reste plutôt positif sur cette série. Son gros problème, c'est effectivement donc déjà qu'il s'agit d'un event dans lequel tout le monde se transforme en animal. Et du coup, on se demande presque pourquoi c'est publié en continuité, parce que ça ressemble complètement au délire que Taylor, qui est un peu le spécialiste de ce genre d'intrigue, avait pu avoir avec Vampire, tout le monde se transforme en vampire, DC's, tout le monde est un zombie, Injustice, tout le monde est fasciste, enfin bon, Dark Knight Hostile, tout le monde est au Moyen-Âge, enfin, ça ressemble typiquement à ce genre de délire qui finalement se fait en continuité, parce qu'au moins en continuité, ça permet de détruire le monde, de tuer des gens, de surprendre, alors que imaginez que beaucoup de super-héros se transforment en animaux dans un monde complètement en chaos, ça se prête pas du tout à la continuité. Comment est-ce qu'on peut justifier que là, on voit vraiment plusieurs capitales complètement à feu et à sang, on parle de dizaines de milliers, voire de millions de morts sur toute la planète. Comment est-ce qu'on peut nous faire croire que ça, c'est un statu quo qui, dans l'épisode suivant, sera oublié, où tout sera de nouveau parfaitement construit et personne ne parlera jamais de ce qui s'est passé, il y aura jamais eu aucun mort, et aucune autre série Infinite ne fera la moindre allusion à ce qui s'est passé dans Titans. C'est absurde comme postulat. C'est ça l'avantage du hors-continuité, c'est qu'au moins on n'a pas à justifier d'impact. Donc faire tout ça avec une saison de statu quo, c'est bon, ça, c'est tout ce que je déteste en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les intrigues cosmiques en général dans les comics ou DC Comics. C'est parce que, voilà, nous faire croire que le monde est menacé par la méga forme ultime de la méga mort qui tue pour la 15e fois et qui va détruire 350 galaxies et tuer la moitié de l'humanité, mais en fait, dans le comic suivant, on va sauver des chats dans les arbres et personne n'en reparlera jamais. Bon, c'est un problème fondamental. Et là, c'est typiquement le genre de tort qu'on reproduit, et d'autant plus étonnant, encore une fois, que Taylor a l'habitude de faire tout ça en continuité, donc pourquoi est-ce que tout à coup il le fait en continuité, alors même qu'apparemment il est conscient des problèmes que ça peut poser? Je comprends pas. Au moins, ça justifie quand même pas mal de très jolies choses graphiquement, donc ça on n'a pas encore parlé, mais que ce soit Evan Rice ou la plupart des Sami Basri aussi, la plupart des scénaristes qui le remplacent, s'amusent beaucoup à transformer des super-héros en animaux, et il y a des planches qui sont parfois très réussies. Ça peut atteindre ses limites, mais globalement ça s'est réussi. C'est pour ça que moi je suis moins sévère sur les tie-in, parce que les tie-ins sont juste un prétexte à étendre un peu cet univers et à voir comment ce postulat de le monde se transforme en animaux a des répercussions sur d'autres super-héros isolés ailleurs sur la planète. Parce que si on n'avait pas ces tie-in, bah, finalement, on aurait juste l'intrigue principale et on verrait moins l'impact que ça a sur la population civile en général et sur d'autres super-héros disséminés, mais qui sont pas liés à l'intrigue centrale. Donc ça donne un peu plus d'impact, de semblant d'impact au moins à l'intrigue, et ça permet quelques délires et de voir quelques personnages qu'on peut aimer ou moins aimer dans des intrigues un peu plus secondaires. Donc voilà, moi j'ai et avec des pattes graphiques assez différentes et des scénaristes qui s'amusent. Donc moi c'est quelque chose que j'aime assez. Et surtout la grande qualité pour le coup de Tom Taylor sur Dawn of Titan, c'est que bien ça peut paraître souvent brouillon parce qu'on a quand même un volume qui fait 400 pages qui qui imbrique beaucoup d'intrigues. Comme dit au début, on a une nécro-étoile. Nécro-étoile qui est vaincue par Gar, qui devient lui-même une espèce de nouvelle nécro-étoile. Donc, on a cette nécro-étoile qui va vers la Terre et qui est dans l'espace, et donc il y a toute la justice qui est concentrée pour le vaincre. Mais cette nécro-étoile envoie des spores sur la Terre qui transforment les êtres humains en animaux. Et donc, il faut vaincre, enfin, il faut au moins essayer de limiter l'impact de ces animaux qui commencent à s'attaquer les uns les autres et attaquer la population civile. Mais on a aussi Waller qui essaie de profiter du chaos pour obtenir le pouvoir politique, donc il faut aussi arrêter Waller. Mais on a aussi le Dr. Hate qui est plus ou moins lié à Waller, mais qui a aussi ses propres dessins dans son coin. Donc il y a beaucoup de petites intrigues qui pourraient faire quelque chose d'assez brouillon et qui donnent parfois l'impression de brouillon et d'un remplissage qui va un peu dans tous les sens. Et en fait, plus ça avance et plus on se rend compte qu'en fait, Taylor avait quand même tout écrit depuis le début, donc il sait exactement où il va. Et ça, c'est plutôt rare, parce que je trouve qu'en continuité, on a beaucoup tendance à rajouter pas mal d'intrigues un peu dans tous les sens et à avancer au fascicule près parce qu'on ne sait jamais qui est le scénariste qui va reprendre le fascicule d'après, et donc c'est souvent très chaotique. Là, on sent vraiment, comme dans une bonne écriture de série télévisée, que Taylor, dès la première page, sait où il va en venir au bout de 400 pages, et c'est une qualité qui est assez rare pour être appréciée, surtout avec une telle ampleur d'intrigue. Donc on arrive à quelque chose qui est satisfaisant. Il y a des twists qui sont loupés, hein. Moi, je trouve que la manière dont, à la fin,
littéralement, le twist final ne vient que du fait, évidemment, je spoile pas, mais ne vient que du fait que une super-héroïne a dit je vais m'occuper du super-vilain tout seul, laissez-moi tranquille, vous inquiétez pas, j'ai pas besoin d'aide. Et tout le twist vient de là, juste parce qu'une super-héroïne a été trop confiante, alors que si elle avait été aidée, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est quand même complètement débile, on est d'accord, comme prétexte à un nouveau twist et à une nouvelle intrigue par la suite. Bon, voilà, il y a des facilités qui sont malheureuses, mais on retrouve quand même ce talent de Taylor à la fois d'écriture globale sur l'ensemble d'une série et dans l'écriture de beaucoup de petites interactions chouettes entre des personnages. Il y a quand même beaucoup de phrases clichés, il y a quand même beaucoup de brouillon, mais à chaque fois qu'on redescend à une échelle un peu plus humaine, avec 10 personnages et une intrigue claire, on retrouve le talent de Taylor, même si ça se dilue un peu quand il y a 200 personnages à la fois sur une intrigue cosmique. Ça pourrait ressembler à n'importe quel autre scénariste, mais à chaque fois qu'on redescend d'un cran, on retrouve son talent pour écrire des petites interactions et des petits, à la fois humoristiques et quand même avec cette tension qu'on apprécie, cette gestion de tension qu'on apprécie chez Taylor et ce sentiment d'équipe. Et de même, on pourrait se dire qu'une intrigue qui concerne à ce point toute l'humanité, on peut s'étonner que ça soit dans une Dawn of Titans, ça ressemble pas trop à une intrigue de Titan, ça ressemble à une intrigue d'event de l'ensemble de Gotham. Mais Taylor sait quand même en faire un prétexte pour mettre en avant les pouvoirs de chaque Titan. Et c'est assez rare. Les Titans, ça apparaît souvent comme une espèce d'équipe un peu bis, ce qui est normal, c'est un peu l'essence des Titans à la base. Mais là, chaque Titan a vraiment sa place et chaque Titan parvient vraiment à faire ressentir sa puissance, sauf Nightwing, parce que Nightwing n'a pas de méga super pouvoir. Mais on comprend pourquoi Nightwing est le chef de cette équipe, à la fois par sa confiance et capacité de leader, et on comprend pourquoi ces Titans sont devenus la nouvelle Justice League, parce que chaque Titan dévoile des pouvoirs qu'on n'avait jamais vus, et des pouvoirs qui sont extrêmement impressionnants, et voilà, ça fait plaisir, vraiment, le contrat est respecté beaucoup plus que dans le précédent Dawn of Titans, sur lequel j'avais été assez dubitatif, et que sur beaucoup d'events cosmiques. Donc voilà, c'est une intrigue qui a ses défauts, qui a ses facilités, mais qui reste très agréable à lire et bien mieux que beaucoup de pseudo-mauvais events dont DC malheureusement est assez coutumier 3 fois par an. Donc au moins on a quelque chose qui respecte tous ces contrats et où on reconnaît Taylor, donc c'est déjà beaucoup. Ok, Je suis sûr que c'est c'est déjà largement beaucoup. mieux que Night Terror et Planète Lazarus. C'est mieux que pratiquement tout ce que DC a fait comme gros events depuis pas mal de temps, ouais, c'est clair. C'est vrai. Alors, Siegfried, j'ai noté dans ton argumentaire quelque chose que j'aime, qualité, plusieurs fois tu l'as dit, réussi, tu as même dit plusieurs fois le talent de Taylor, on reconnaît le talent de Taylor. Alors pour tout ça, j'ai envie de sonner une petite alerte Siegfried. C'est triste, hein. C'est triste, hein. T'es tellement frustré de ne pas pouvoir la faire sonner d'habitude que tu dois apprendre même un truc relativement mineur et à peine petit sur le front pour faire sonner. Non, mais j'ai noté tout ça. Il faut. Hein, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Positif sur 10 minutes de chronique, mais oui, je comprends. Écoute, J'ai aussi hâte d'appeler moi-même et d'aller sur Siegfried sur un comic si on vaudrait vraiment la peine, mais bon, bah, il faut qu'Urban fasse du meilleur boulot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, bah voilà, donc Ouais. écoutez, DC Comics, Urban, vous êtes priés de nous rapporter quelque chose de qualité, mais blague mise à part, en tout cas, bien on arrive à la fin de ce podcast et on finit sur une petite alerte, voilà, un peu tirée par les cheveux, mais tout de même elle est là. Il y avait, vous l'aurez noté, hein, vous pouvez vous refaire l'argumentaire de Siegfried en replay, vous verrez qu'il y avait tous ces mots clés dans son argumentaire. Et peut-être que le mois prochain sera peut-être plus positif que ce mois-ci, puisqu'au mois de mai, il y a quand même des belles lectures qui sont attendues. On verra si les promesses seront tenues. En attendant, merci Siegfried, merci Kevin, merci Benoît pour votre participation à ce podcast et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à laisser vous aussi vos commentaires. Alors, si c'est pour soutenir Kevin, vous avez toujours le droit. Et si vous voulez laisser vos avis sur les récits qu'on a étudiés dans ce podcast, vous pouvez aussi. En tout cas, voilà, que ce soit sur YouTube, sur nos réseaux sociaux ou sur batmanlegend.com. N'hésitez pas à laisser vos messages, on vous lit. Même si on ne répond pas toujours, on va essayer de répondre de temps en temps. Merci à tous et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Bientôt. Salut. Salut au frère de Kevin. Il y a ma maman aussi. Hein. Ah, bah, au revoir. Et à la sœur.
et à tata, et tonton. Ouais, voilà, Non, il y a pas tout le monde, jusque-là, il y a tout non, le monde. non. Ouais. J'ai Tout mon le petit monde. frère et ma mère qui me soutiennent, ça va, c'est bon. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.